Madame, Messieurs, bienvenue sur Gabon 24. Les autorités de la transition ont à cœur de respecter le chronogramme qu'elles ont établi sur une période de 2 ans. Après l'étape clé du dialogue national inclusif d'avril dernier, il y a eu l'élaboration et l'adoption de la nouvelle constitution en novembre, suivie de la promulgation de cette dernière le 19 décembre 2024. Le chantier sur lequel les autorités de la transition se sont récemment penchées était la réforme totale du code électoral. Le Gabon dispose donc d'un nouveau code électoral. Le texte a longtemps critiqué pour avoir accusé l'usure du temps. Aujourd'hui, il tient compte de plusieurs innovations, à l'instar de l'affichage des procès-verbaux par bureau de vote, mais également du plafonnement des dépenses électorales. En ce sens, ce code peut-il apparaître comme un outil pour garantir la transparence électorale? On en discute dans ce nouveau numéro de votre émission. Le peuple s'exprime. Avec moi sur ce plateau, Jonathan Doutoum Ngom, ancien ministre de la République et acteur politique. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Gabon 24. C'est moi qui vous remercie. Et juste à côté, nous avons Laurent Angué-Mesu, président du RPG. Merci également d'être là parmi nous. Et à ma gauche, Geoffroy Fungula Libeka, qui n'est plus à présenter, mais quand même député de la transition. Merci encore une fois d'être là. C'est nous qui vous remercions. Et juste à côté de vous, Régis Nguema, il est juriste. Avec vous, on va peut-être prendre du recul par rapport à cette matière qui nous est présentée aujourd'hui. Merci aussi d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Messieurs, peut-être la première question que je ne vais pas poser à l'honorable parce qu'il a été au cœur même de l'élaboration de ce code, mais à vous qui êtes acteur politique et juriste, c'est celle de savoir quelle est votre appréciation de ce nouvel instrument qui nous est présenté aujourd'hui. La date de l'élection présidentielle est connue, du moins celle du premier tour le 12 avril 2025. Pour vous, est-ce que ce texte en l'état peut assurer un processus électoral équitable et transparent? Monsieur Jonathan Doutoum. Bien, merci une fois de plus. Je vous remercie de pouvoir nous donner la parole pour nous prononcer sur cette question qui engage la vie de notre nation, notamment l'adoption du nouveau code électoral. Et vous voulez savoir si ce texte est de nature à garantir la transparence électorale. Je dirais, comme d'autres l'ont toujours dit, c'est que ce ne sont pas les textes qui ont toujours fait défaut au Gabon. C'est beaucoup plus au niveau de leur application. Je pense que depuis la conférence nationale de mars-avril 1990, nous avions eu des textes acceptables, parfois de très beaux textes, mais dont l'application n'a pas été suivie d'effet, ou bien la mauvaise application a entraîné le Gabon vers des heurts que nous avons connus à chaque fin d'élection. Donc, de ce point de vue, je pense que nous ne devons pas aller vers un optimisme béat en pensant qu'avec ce nouveau code électoral, la transparence électorale est garantie. C'est vrai qu'il y a des bonnes choses à l'intérieur, c'est vrai qu'il y a eu des avancées. Pour le peu de temps que j'ai eu à le parcourir, il y a des avancées significatives, il y a même des innovations. Mais il faut se poser la question, quel est le rapport que nous, Gabonais, nous avons à la loi? Et quelle est l'application que nous voulons faire d'une loi qui est à chaque fois proposée? Et c'est à ce niveau, je pense, que nous devons nous interroger. Est-ce que nous, les Gabonais, nous serons à la hauteur, non seulement d'appliquer, pour ceux qui sont chargés d'organiser le processus électoral, notamment l'élection présidentielle, qui est une élection majeure et qui se tiendra le 12 avril prochain. Est-ce que ceux qui sont appelés à organiser ces élections vont pouvoir respecter toutes les dispositions de ce code électoral conformément à la nouvelle constitution adoptée aussi? Et est-ce que nous, le peuple lambda, est-ce que le peuple lambda du Gabon, est-ce que les électeurs ou le peuple gabonais en général pourraient cette fois-ci accepter des erreurs qui sont souvent constatées au lendemain de chaque élection, où on se rend compte que les résultats issus des urnes ne sont pas ceux proclamés
par les organisateurs des élections. Parce que c'est à ce niveau et à ce seul niveau que réside le problème. De mon point de vue, pour avoir quand même observé ou bien pour avoir pris part à l'organisation des élections dans ce pays, je ne connais pas un seul instant où il y a eu des problèmes majeurs au niveau de l'organisation des élections. Oui. Les problèmes qui sont survenus au niveau de notre processus électoral, c'est lorsqu'il y a eu proclamation et lorsque le peuple se rend compte que ce ne sont pas les résultats issus des urnes et qui ont été proclamés dans chaque salle de classe où sont organisés les processus, oui. que ce sont les mêmes résultats qui ont été proclamés. Et c'est là où il y a souvent question. Donc, moi, je pense que j'accorde le bénéfice du doute à ce nouveau code électoral. J'accorde le bénéfice du doute à tous nos parlementaires, notamment les députés, les sénateurs qui ont travaillé sur ce nouveau code électoral. Mais je peux quand même avoir des réserves par rapport à l'application. Des réserves par rapport à l'application. Monsieur Laurent Ngué-Mesui, vous êtes également un acteur politique. Vous avez une expérience dans l'arène politique gabonais. À votre niveau, ce code dans l'État peut-il garantir la transparence du processus électoral? Ok, merci de m'avoir invité sur ce plateau. Je crois que Jonathan a dit la plupart des choses que j'aurais pu dire. Le texte en lui-même ne garantit pas. Il propose, il fait des projections, mais c'est à l'application de ces textes et de cette disposition qu'on se rend compte que la transparence s'y est. Maintenant, je l'ai parcouru et à mon humble avis, il y a des choses très bonnes, il a dit, il y a même des innovations, mais il y a également des choses sur lesquelles on peut revenir et nous en convenons du fait que aucun texte ne fait l'unanimité. Ça, c'est une réalité, surtout quand on est en démocratie, on a toujours des choses à redire, mais quand on regarde d'où nous venons et la projection qu'on se fait aujourd'hui, on se rend bien compte qu'on a fait un bond qualitatif, rien que par le texte. Maintenant, tout réside dans l'application. Les hommes qui vont animer le processus électoral sur le terrain, c'est à ce niveau-là qu'il y a un hic. Je l'ai toujours dit, nous avons vu de très beaux textes dans ce pays, mais ce sont les hommes qui, pour la plupart des temps, ne sont pas vertueux. Oui. Ce sont les hommes, pour la plupart des temps, ne mettent pas le pays au centre des débats. Chacun essaie de tirer la couverture de son côté, mais aujourd'hui, nous avons vu ce à quoi on nous conduisait en 2023. En août 2023, c'était vers la catastrophe. Mais tout simplement parce qu'il y a un groupe qui pensait s'arroger de tous les droits, surtout le peuple, mais méprisant même la volonté populaire. Ils disent que nous sommes là pour appliquer ce qui nous fait avancer dans les principes qu'ils se sont donnés. Vous voyez, nous avons assisté à un moment donné, lorsqu'un ministre a pu dire tant qu'il est là, le président de la République, qui est son chef, ne pourra pas perdre une élection. Ce n'est pas que les textes n'étaient pas bons, mais c'est l'homme qui se projette négativement au péril de la vie de la nation, mais qui se projette. Donc, nous pensons que si nous restons vertueux, du moins ceux qui vont être responsabilisés à ce niveau pour conduire le processus électoral, qu'ils sont vertueux, qu'ils mettent le Gabon au centre, il n'y a pas de risque. J'avais attiré l'attention lorsqu'il s'est agi, j'ai même fait un mot aux députés, pour leur faire comprendre que la vie du Gabon est entre leurs mains et qu'il n'est pas question aujourd'hui de revivre les errements du passé. Nous avons été très souvent entubés des volontés qui ne sont pas la volonté populaire. Mais aujourd'hui, nous passons une période assez exceptionnelle, une occasion unique où nous devons redonner la vie et l'orientation à notre pays. Je disais que la transition a commencé sans à-coups. Il ne faudrait pas qu'au sortir de la transition, le bateau chavire. Le bateau peut chavirer tout simplement parce qu'on sait que la chose politique, elle est très sensible. Tout ce qui a été fait jusque-là n'a pas suscité autant d'intérêt. Et pourtant, il y a de très bonnes choses qui ont été faites. Mais maintenant, nous allons sortir de la transition. Vous voyez bien combien de fois le débat s'anime. Pourquoi? Parce que c'est le nœud gordien de toute république, la politique.
Et c'est pourquoi il est important que lorsqu'on rédige un texte qui va engager la vie de tout le monde, qu'on prenne suffisamment de recul et ne mette au-devant de chacun d'entre nous l'intérêt général. Régis Nguema, vous êtes un juriste. Au sortir du dialogue national, l'une des recommandations était de confier l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur. Une recommandation qui a été accueillie de façon divergente dans l'opinion. Aujourd'hui, le code électoral, du moins le nouveau code électoral, vient confirmer cette recommandation. Et donc, c'est au ministère de l'Intérieur d'organiser les scrutins. À lui, on lui accole une autorité de contrôle et de supervision des élections. Alors, on a bien remarqué qu'avec M. Jonathan Doutoum et M. Laurent Angué-Mezu, il y a ce petit bémol quand même par rapport aux hommes qui doivent appliquer les textes. Est-ce que finalement, cette autorité qui est mise en place vient régler la question de la transparence électorale en l'État? Ok, merci déjà pour cette invitation. Il faut dire que le Gabon est en transition depuis le 30 août 2023. Et effectivement, l'une des raisons avancées par les militaires, c'était cette catastrophe que nous avions assistée lors des élections générales qui avaient été organisées. Et il faut dire aussi que le chantier majeur de la transition, c'est la restauration des institutions. La restauration des institutions ici procède, n'est-ce pas, au toilettage ou au renouveau du corpus juridique gabonais. C'est-à-dire tous les textes qui participent ou qui contribuent ou qui permettent à ce qu'il y ait un mieux vivre ensemble. Et parmi ces textes-là, nous avons la loi fondamentale. Vous l'avez souligné tout à l'heure, la Constitution a été votée, promulguée par le chef de l'État et nous sommes passés par voie référendaire. C'est quelque chose à féliciter déjà. Et parmi d'autres chantiers, nous avons également le code électoral. Et ce code électoral, nous l'avons aujourd'hui. Ce qui est important de mon point de vue, c'est l'esprit. C'est l'esprit, vous savez, en droit, nous avons l'esprit et la lettre. La lettre, elle peut être ambiguë. La lettre peut avoir plusieurs interprétations, mais ce qui est important, c'est l'esprit. C'est quoi l'esprit? L'esprit du code électoral, c'est l'inclusivité. L'esprit du code électoral, c'est faire en sorte que la période post-électorale ne soit plus émaillée, n'est-ce pas, des contestations, parce que cela n'honore pas notre pays. L'esprit du code électoral, c'est de garantir une élection démocratique, libre et transparente. C'est à ce niveau que j'apprécie le code électoral. Au-delà, comme on a l'habitude de le dire, entre les déclarations d'amour et les actes d'amour, il y a parfois un fossé. Qu'est-ce que j'ai envie de dire par là? Ce que j'ai envie de dire, c'est que nous avons de très bons textes. Ce qui est important, pour rejoindre le point de vue de mes aînés, ce qui est important, c'est l'applicabilité. Et c'est la raison pour laquelle je vais même proposer à ce que, au-delà du simple geste de prestation de serment, il faut qu'on y mette dans cette prestation de serment des éléments pénals, des expressions pénales. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque la personne prête serment, que la personne ne se dise pas effectivement, oui, j'ai prêté serment, ça va, mais que la personne sache qu'elle engage véritablement sa responsabilité parce qu'il s'agit du devenir de notre pays. Parce que les actes qu'on observe souvent lors de la crise post-électorale, on casse les biens publics, on casse à gauche et à droite, sont des actes qui n'honorent pas notre pays. Et lorsqu'on casse, on recule. Or, l'objectif ici, c'est d'avancer. Et pour chuter, je dirais simplement que le code électoral actuel, son appréciation, de mon point de vue, se fera véritablement au terme, n'est-ce pas, de cette élection présidentielle, vérifier s'il n'y aura pas de contestation. Parce que la contestation, elle est subordonnée. Qu'est-ce qui justifie la contestation? C'est lorsque les choses sont mal organisées. Qu'est-ce qui justifie la contestation? C'est lorsque, entre le vote qui a été fait, le vote, les résultats des urnes, d'accord, et la proclamation. Donc, si les populations se rendent compte que nous, on a voté par exemple Mme Marielle à l'élection présidentielle du côté d'OIM et que c'est M. Nguema qui est déclaré vainqueur, vous voyez que ça irrite et ça peut provoquer d'autres choses. Donc je crois que le peuple gabonais a fait preuve de maturité jusqu'à présent
les dirigeants gabonais ont fait preuve de maturité, les institutions de la République ont fait preuve de maturité. Et parmi ces institutions, nous avons par exemple la Cour constitutionnelle de transition, qui aujourd'hui dit le droit. Et c'est important de l'apprécier aussi. Nous devons avoir le courage de dire que les choses sont bien faites lorsqu'elles sont bien faites, parce que la Cour constitutionnelle également, qui est le garant, n'est-ce pas, des constitutionnalités, elle joue également un rôle fondamental. Donc il faut également qu'on apprécie cela, parce que lorsque la Cour constitutionnelle vient confirmer les résultats, il faut que ces résultats-là soient véritablement, excusez-moi de la répétition, le résultat des urnes. Geoffroy Fumboula Libeka, vous avez été au cœur de l'élaboration de ce texte et de son adoption. Vous l'avez suivi avec les autres parlementaires. On ne va pas revenir sur le processus d'élaboration ou d'adoption, mais surtout sur le fait, je vais rebondir quand même sur l'autorité de contrôle de supervision, parce que lorsqu'on lit l'article 32 qui parle de cette autorité, elle comprend 9 membres nommés par décret, mais qui sont choisis après appel à candidature. On se pose la question, comment une autorité qui devrait être normalement, j'ai envie de dire, sans parti pris, impartiale, peut avoir des membres qui sont quand même nommés par décret et pourtant, au préalable, ils sont choisis par appel d'offres? Bon, en fait, la nomination par décret n'a rien à voir avec la sélection. D'accord. Parce que simplement, ces personnes seront revêties d'une certaine autorité. Il n'y a que des actes législatifs ou réglementaires qui confèrent à ces personnes cette autorité. C'est en ce sens que les personnes qui sont sélectionnées par appel à candidature sont nommées, c'est juste une formalité, par décret, parce que c'est ce décret qui leur donne ce pouvoir et qui leur permettra justement d'aller prêter serment et tout ce qui s'ensuit. Mais pour revenir sur le code électoral, effectivement, on a eu la chance en tant que parlementaire de travailler sur une partie de ce code, parce que nous avons reçu un projet de code venant du gouvernement, qui lui-même l'a reçu d'un comité qui a été mis en place. Le Parlement, on va dire en gros, entérine, parce que c'est sa mission de voter la loi, c'est une loi. Mais le fait que nous ayons voté cette loi à 100% des parlementaires, on a noté 3 abstentions, ne sous-entend pas qu'il n'y avait pas de débat de fond sur ces lois. Et parmi les débats de fond permettés, il y a cette disposition qui permet aujourd'hui aux militaires et aux magistrats de briguer des mandats électifs. D'accord. Ça diverge quand même, cette disposition a créé des divergences dans l'opinion, on aimerait comprendre. C'est tout à fait justifié, je l'avais déjà dit, et notamment lors de nos débats. C'est l'une des discussions l'une des dispositions qui avait pris le plus de temps. Je pense qu'on se suit depuis un moment, et vous me savez, assez factuel, assez rigoureux. Mais comme on le dit, le Parlement, c'est la dictature de la majorité. Si la majorité s'est prononcée sur une disposition, quand vous estimez être un démocrate, vous acceptez la disposition du plus grand nombre. L'ancien article 382, qui est devenu, je pense, l'article 375 dans le nouveau code électoral, permet justement aux personnes qui sont régies par un statut particulier de pouvoir postuler à la prochaine élection. D'accord. Pas à l'ensemble, pas aux prochaines élections. C'est important. Cette disposition, elle est transitoire, elle est particulière en ce sens qu'elle ne permet à ces personnes régies par ce statut que de postuler pour les premières élections de la transition. Mais justement, et je ne vous apprends rien, M. Fumboula, la prochaine élection, c'est l'élection présidentielle. Beaucoup dans l'opinion se posent la question, est-ce que ce ne sont pas des dispositions, vous aurez l'occasion de réagir en tant qu'homme politique, qui font le lit au président de la transition actuelle, qui est un militaire? J'aurais eu beaucoup plus d'inquiétude s'il était question de nommer le futur président ou de nommer les futurs membres des institutions. C'est en ce sens que je salue certaines avancées du code électoral. Parce que, avant, en matière de contestation, les contestataires ne disposaient pas d'éléments pour aller contester. On n'affichait pas les résultats devant les bureaux de vote, donc on ne peut pas faire venir un huissier de justice pour faire le constat. Or, dans le code électoral, il est dit que l'affichage doit être là au moins pendant 10 jours. Le temps, effectivement, des contentieux et de tout ce qui s'ensuit. C'est une innovation qui est importante. On a ramené la présence des représentants des candidats dans les bureaux de vote avec obligation de donner copie du PV à ces derniers. La présence des observateurs nationaux et même internationaux. Donc, moi, la
problématique, pour moi, n'est pas tant au niveau de ceux qui participent. Le code électoral vise à garantir la transparence pour tous les participants. En ce sens-ci, celui qui est militaire, magistrat ou comptable public qui participe à l'élection avec les dispositions de ce code, s'il est battu, il sera bel et bien battu. Et ça, c'est de la responsabilité maintenant du citoyen. Maintenant, en cas de défaite, est-ce que le code donne les moyens à la personne qui se sent lésée de contester? Oui, PV, affiché et tout ce qui s'ensuit. Donc, en matière de code, il y a des innovations. Et d'ailleurs, quand on fait le parallèle entre l'article 375 qui, justement, porte sur la disposition transitoire et l'article 190 qui encadre les candidatures, il est clairement dit en l'article 190 que ceux, notamment régis par ces dispositions, qui souhaitent être candidats ont deux choix. Soit ils démissionnent, soit ils demandent une mise à disponibilité. C'est le choix. Mais j'ose espérer que, notamment pour les militaires qui vont se présenter, et pour faire preuve de bonne foi, ils choisiront l'option 1, celle de la démission, pour justement montrer à nos compatriotes qu'ils sont en phase avec le statut particulier qui les régit et qui n'ont aucune difficulté dans ce sens. Et j'aimerais quand même avoir l'avis des hommes politiques qui sont avec nous sur ce plateau. Monsieur Jonathan Doutoum-Gomon, on est dans un tournant décisif pour la vie de la nation. D'avoir cette disposition qui apparaît dans le nouveau code électoral, ça peut être pris comme une avancée pour certains, du moins les corps qui sont concernés, les militaires et les magistrats. Mais vous, en tant qu'homme politique, aujourd'hui, on permet aux militaires et aux magistrats de se présenter. Comment vous avez accueilli cette disposition? Est-ce qu'elle ne vient pas enfreindre, puisque déjà elle est contre les statuts particuliers de ces deux corps? Bon, mais vous savez que toute étude se nourrit de comparaison. Je pense qu'il y a d'un côté le juridisme et de l'autre côté la volonté populaire. Si la volonté populaire veut que les militaires, les magistrats soient des électeurs, pourquoi les empêcher d'être candidats? Mais comme ils sont régis par des statuts particuliers, c'est à ce niveau qu'il va falloir regarder si ces statuts particuliers ne peuvent pas subir aussi des modifications pour pouvoir s'arrimer. Or, ce sont quand même des corps intermédiaires assez spécifiques. Et nous craignons l'exemple de ce qui se passe, par exemple, au Soudan du Sud, au Soudan, où deux généraux puissamment armés se disputent le pays. Vous imaginez? Et nous craignons donc que cela ne soit transposable dans le cas, par exemple, du Gabon, qui vient de permettre aux militaires, aux magistrats de pouvoir se présenter à des élections. Nous espérons que ça n'arrivera pas. Mais en même temps, je pense que peut-être que le législateur ou bien ceux qui ont rédigé ont pensé que, puisque nous, au dialogue d'Agonje en 1917, le premier dialogue qui se déroule ici, en 2017, nous avions pensé que lorsqu'on est électeur, logiquement, il faut qu'on soit candidat. On ne peut pas à chaque fois aller donc la élire les gens. réflexion était déjà... La réflexion était déjà, mais pas pour les militaires. Oui. Nous, à l'époque, c'était la question de l'âge, parce qu'à cette époque, on disait, ou aujourd'hui, dès qu'on a 18 ans, on peut être électeur. On est déjà électeur, on est électeur, parce qu'on vient d'atteindre la majorité. Mais à partir de ce moment-là, on peut être candidat. Mais ça avait posé un problème de maturité à ce moment-là. Parce que, est-ce qu'on peut donner les rênes d'un pays à quelqu'un de 18 ans pour être président de la République? Là aussi, il fallait voir. Mais maintenant, voilà un autre cas de jurisprudence qui vient de s'opposer. C'est les militaires, les magistrats et un autre corps, les comptables publics qui, jusque-là, ne pouvaient pas se présenter à des élections politiques, ont désormais la carte verte pour pouvoir le faire. Mais il y a quand même des craintes à un niveau ou à un autre, notamment au niveau de la magistrature et au niveau surtout des militaires aussi. Donc, de ce point de vue, je pense que les gens vont réfléchir, on regardera.
mais on ne peut pas ne pas émettre des craintes à ce niveau, surtout pour le cas de la magistrature par rapport à l'indépendance de la justice et pour le cas des militaires. Très bien. Voilà le problème. Monsieur Anguemezu, rapidement pour terminer. Ok, Oui, Monsieur merci. Foumbula. Véritablement, c'est une disposition qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Si de prime abord, on peut dire que les militaires, le magistrat et autres sont des citoyens, donc ils ont le droit de postuler, mais au regard de leur statut particulier et du rôle central qu'ils jouent dans la société, régalien dans la société, il y a de fortes craintes. Moi, j'ai dit quelque part, poussons le bouton plus loin. Imaginez un seul instant que chaque chef de corps veuille être président de la République, veuille se porter candidat à la présidentielle. La GR, ils vont drainer les éléments de la GR. Les bérets rouges vont suivre le chef des bérets rouges, et ainsi de suite. Quid de la sécurité de notre pays? Et voilà comment est-ce que le pays va devenir vulnérable. Or, si on voit ce qui s'est passé récemment le 30 août, si les militaires étaient politisés, qui allait sonner le tocsin pour mettre de l'ordre? Et je suis obligé, Monsieur Laurent Anguemezu, de vous interrompre. Vous allez certainement poursuivre lorsque nous allons reprendre la deuxième partie, puisqu'on a beaucoup débordé sur la première partie qui est à présent terminée. Gardez le fil de vos idées. On reviendra en deuxième partie pour parler de toutes ces innovations, de ces dispositions qui font débat dans l'opinion, mais également de celles qui peuvent apporter de la transparence dans le processus électoral au Gabon. À tout de suite. Deuxième partie de votre émission, Le Peuple s'exprime. Nous étions avec Monsieur le Président du RPG sur cette disposition qui fait débat dans l'opinion, celle relative à la possibilité pour les militaires, les comptables publics et même les magistrats de se porter candidat à une élection, quelle qu'elle soit. Vous étiez, oui, dans votre argumentaire et on va vous laisser poursuivre pour permettre à Monsieur Foumbula après de réagir. Ok, merci. Ce que j'étais en train de dire, c'est que le droit est reconnu à cette catégorie de personnes de se porter candidat. On ne peut plus y revenir. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de mettre des garde-fous. Imaginez-vous le cas catastrophe que j'ai pris, c'est-à-dire tous les chefs de corps se portent candidats à l'élection présidentielle pour ne prendre que l'élection présidentielle. Ce serait un véritable capharnaüm dans le pays et le pays serait exposé. Or, la première norme sécuritaire, c'est le pays qui nous sécurise tous. Donc, il ne faudrait pas... Hier, c'était la Grande Muette, mais la Grande Muette va devenir bavarde. Et là, c'est un risque énorme. Il en est de même des hommes en toge. Donc, il faut véritablement encadrer cette opportunité qui est offerte aux hommes en treillis et aux hommes en toge, de sorte que le pays n'en pâtisse pas. Parce que, dites-vous bien, que si tous les militaires se mettent ou se portent candidats, les colonels vont devenir des maires, des députés et autres, mais il n'y a plus de neutralité, il n'y a même plus l'autorité qui peut véritablement taper du poing sur la table pour remettre les choses en ordre. Ce que nous avons vécu le 30 août et que nous saluons aujourd'hui, c'est parce que les militaires ont joué leur rôle. Il y avait un désordre qui était établi, ils ont ramené de l'ordre. Maintenant, qui ramènera de l'ordre au cas où ce sont eux qui se bagarrent entre eux? La question reste entière, Monsieur Foumbula. Est-ce que vous, au niveau de l'Assemblée et même du Sénat, au niveau du Parlement, vous avez prévu des verrous à cette disposition? C'est justement fort de ce que disait le Président, que nous, au niveau justement du Parlement, on a dû amender notamment cette disposition et l'article 190 dont on parlait. Parce que quand nous, on reçoit le projet n'a pas de verrou. C'est le Parlement qui insère le fait que dès la déclaration de candidature, soit-elle accompagnée de la démission ou de la mise en disponibilité. Ce qui sous-entend que si vous êtes commandant de la GR, commandant de la police, commandant, en tout cas vous occupez une fonction dans la hiérarchie, que ce soit militaire ou de la magistrature, dès que vous faites la déclaration de candidature, vous perdez vos fonctions, soit par le fait de la démission, soit par le fait de la mise à disponibilité, ou vous abandonnez vos fonctions et vous devenez un agent simple, comme tout le monde. Ce sont les propositions
qui ont été retenus dans le cadre de l'amendement et qui constituent l'article 190. Même si, pour surtout les ultra-conservateurs comme nous, on a voulu pousser le vice un peu plus loin en disant il faut qu'on aille plus loin. Celui qui est candidat, qu'il soit militaire ou magistrat, pendant tout l'exercice du mandat au cas où il a perdu, il ne doit prétendre à aucune autre nomination. Bon, comme on l'a dit, le Parlement, c'est la dictature de la majorité. Et moi, je suis démocrate. Si mon amendement n'est pas passé, ce n'est pas pour autant que je veux remettre en cause l'amendement qui a été adopté à la majorité des voix proposées par on va évoluer un peu, M. Régis Nguema. Et il y a également une autre disposition, celle qui... Il y a quand même un fait. Je voudrais intervenir par rapport à ce que disait l'honorable Fumbola. Il a proposé 2 cas de figure, ou bien il nous a identifié 2 cas de figure pour un militaire ou un magistrat qui serait appelé à se présenter à une élection. Soit il démissionne, soit il est mis en disponibilité. Mais j'ai envie de dire pour le cas des militaires que la démission ou la mise en disponibilité n'enlève en rien la loyauté. La loyauté, c'est quoi? Quelqu'un qui a été commandant en chef de la gendarmerie et qui a procédé à des recrutements des effectifs, ces effectifs, moralement, lui sont redevables. Et même s'il a démissionné, et même le caractère loyal. Même s'il a démissionné, le caractère loyal, sa démission n'enlève pas le caractère loyal. Ces éléments lui sont toujours redevables. On sait ce qui s'est passé par le passé au Congo-Brazzaville, pour ne pas violer les convolutions diplomatiques, avec les cocoys, les ninjas et le reste. On sait ce qui se passe au Soudan avec le général Al-Brouhan et le général Antolo. Pour dire à l'honorable, il a raison d'évoquer ces 2 cas, c'est-à-dire il faut que l'élément en question démissionne ou qu'il soit mis en disponibilité. Mais ces 2 cas n'enlèvent à rien la question de la loyauté des éléments qu'il aura dirigés dans ses troupes. 30 secondes juste pour donner suite. Rapidement, messieurs, on va évoluer pour parler des autres innovations. Au docteur Jonathan que depuis que le Gabon existe, il n'a jamais été interdit aux militaires d'être candidats à une élection. Mais leur statut particulier ne leur permettait pas. Non. Les statuts particuliers disent clairement, pour l'être, il faut démissionner. Oui. Donc même si on était au début de la République gabonaise, qu'un militaire voulait être candidat, la seule chose qu'il avait à faire, c'était de démissionner. En fait, c'était juste pour vous rassurer que la disposition a toujours existé. Les militaires ont toujours eu la possibilité d'être candidats, comme les magistrats, comme les comptables publics. Le seul élément qui était demandé, c'est de démissionner. Donc, donc, M. Régis Nguema, pour évoluer dans les débats, on a compris que cette disposition jusqu'à présent ne fait pas l'unanimité, on le voit sur ce plateau, mais il y a d'autres dispositions, notamment la diaspora qui est prise en compte avec 2 sièges désormais au Parlement. Ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas forcément la diaspora, même si vous pouvez donner votre lecture de cette inclusion, mais surtout le nombre de sièges au niveau du Parlement qui a été rehaussé. Les députés, on reste à 145, si je crois bien, je parle sous le contrôle de M. Fumbola Libeka, et les sénateurs, on passe à 70, c'est quand même énorme quand on connaît le contexte économique actuel que traverse le pays. C'est une question pertinente. En ce qui concerne la diaspora, personnellement, je l'ai toujours considérée comme étant la 10e province du Gabon. Donc il faut considérer cette diaspora parce que dans cette diaspora, il n'y a pas que des étudiants. Il y a des Gabonais d'un certain rang qui sont actifs, qui occupent des fonctions dans des organismes internationaux. Donc qu'on permette à ce que la diaspora soit bel et bien représentée au niveau de ces hémicycles-là, pour moi, c'est une bonne chose. Mais en ce qui concerne l'augmentation du nombre de députés, du nombre de sénateurs, pour moi, j'estime que nous sommes un petit pays. Un petit pays sur le plan démographique, un petit pays sur le plan même politique, parce que le Gabon est doté d'une jeune démocratie. Nous n'avons pas besoin du bicamérisme au Gabon. Le bicamérisme voudrait qu'on ait deux chambres, la chambre haute, le Sénat, et la chambre basse, l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, de mon point de vue, peut véritablement faire ce qu'un Parlement doit faire, c'est-à-dire faire quoi? C'est-à-dire voter des lois, consentir l'impôt et contrôler l'action du gouvernement. On veut développer le pays, mais il faut qu'il y ait des priorités dans des priorités. Si le Sénat
est accessoire de mon point de vue qu'on élimine le Sénat. On suit tous un processus normal. Oui. On est, on grandit, on vieillit, on meurt. Idem sur le plan administratif et professionnel. Si on a atteint un certain âge, je crois que le plus important, c'est de s'asseoir également et constituer un monument. Nous, en tant que jeunes, on peut aller vers ces personnes, ces aînés, pour leur demander un certain nombre de renseignements pour qu'ils nous prodiguent des conseils. Mais le Sénat ne doit pas être considéré comme étant le réceptacle, n'est-ce pas, des gens d'un certain âge, juste parce qu'ils ont besoin d'un certain confort financier, juste parce que non, on n'a pas besoin de ça, parce que c'est aussi cela l'esprit de la restauration. Et nous devons avoir le courage de le dire clairement aux dirigeants que ça, c'est pas bien. Nous avons une assemblée qui joue pleinement ce rôle. Il y a deux questions qui émergent. La première, est-ce qu'il faut rester dans cette mentalité que le Sénat est finalement cette chambre pour caser les retraités politiques, entre griffes, permettez l'expression, donc là je m'adresse aux hommes politiques. Et est-ce qu'il ne faut pas considérer le maintien, sinon le rajout de ces sièges par rapport à la volonté des autorités aussi de pousser finalement le processus de décentralisation? Bon, moi je pense que si on a le souci du renouvellement de la classe politique, ça veut donc dire que la classe politique qu'on renouvelle, il faut que certains acceptent d'aller à la retraite, même si on pense qu'il n'y a pas de retraite politique. Mais soyons logiques et cohérents. Oui. Et il ne faut pas faire du Sénat une espèce de musée politique où on va aller parquer ceux qui ne veulent pas aller à la retraite. Donc, de ce point de vue, moi je pense que cette question qui fait couler beaucoup d'encre et de salive depuis que le président Omar Bongo avait mis en place cette chambre, cette deuxième chambre du Parlement, mais qui en fait, sur l'ordre protocolaire, est la première chambre. La haute chambre, depuis 1996, beaucoup d'acteurs politiques, j'ai souvenance des interventions de Pierre Mamboundou de l'UPG. C'était effectivement l'un de ces combats. Beaucoup d'acteurs politiques n'ont jamais voulu, pour des raisons non seulement économiques, des raisons démographiques, des raisons politiques. Je pense que quand on parle de la restauration, il faut qu'on se rende compte de nos réalités économiques, de nos réalités financières et des réalités institutionnelles et démographiques. Le Gabon, si on a trop tiré sur les cheveux, c'est à peine 2 millions d'habitants. Est-ce que cela se justifie que nous ayons, par exemple, plus de 120 députés, 143 aujourd'hui. Or, 143, c'est même déjà trop. Voilà. C'est trop et on peut se contenter de cela. Et en plus, ajouter une autre chambre qu'est le Sénat et à chaque fois en augmentation sans cesse du nombre de sénateurs, ça joue contre notre économie, ça joue contre la logique démographique qui est la nôtre parce que cela ne se justifie pas. Nous avons attendu, et là je m'adresse à l'honorable Fumboula, nous avons attendu le nouveau découpage électoral. Ce nouveau découpage électoral devait peut-être procéder à la redistribution des sièges du Parlement au niveau du territoire en fonction des réalités démographiques, si tant est qu'il y a 2 critères pour faire un découpage électoral. Soit on tient compte du critère de la superficie, ou on tient compte du critère surtout de la démographie. Oui. Or, de ce point de vue, jusque-là, on ne nous parle pas du nouveau découpage électoral. Or, la transition est censée prendre fin avec l'organisation des élections législatives et locales d'ici le mois d'août. Donc, de ce point de vue, nous ne comprenons pas qu'on ait procédé à l'augmentation du nombre de sénateurs alors que le pays est en souffrance sur le plan financier, sur le plan économique. Mais qu'est-ce qui justifie qu'on augmente le nombre de sénateurs? On ne comprend rien. Et même, je suis étonné parce que je connais certains amis qui sont au Sénat là-bas, qui hier ont lutté pour la suppression du Sénat, qui sont devenus sénateurs de transition et qui ont accepté l'augmentation du nombre de sénateurs. Et de ce point de vue, je pense qu'on ne joue pas pour la République, on joue pour soi et c'est très dangereux pour l'avenir du pays. Monsieur Laurent Nguémeus, vous êtes également un acteur politique et la question vous concerne aussi. Tout à fait. Je crois que Jonathan a dit l'essentiel. Ce qu'il faut retenir, c'est que le débat sur ce plateau, je crois que n'est plus à ce niveau. N'est plus à ce niveau parce que la loi a été adoptée. On aurait bien voulu que ce débat soit véritablement se tienne avant, comme vous le dites. Moi, j'étais membre de la commission politique et institutions. Nous avons à maintes reprises proposé la suppression du Sénat. Mais comme disait l'honorable tout à l'heure, la loi de la majorité fait que vous êtes partie prenante de la décision finale qui a été prise. Mais en réalité, nous n'avons pas besoin du Sénat.
Parce que le Sénat a été mis en place, effectivement, pour accompagner les collectivités locales. Mais si on veut maintenir une institution, on fait le bilan de son action par rapport à l'objet principal. Mais la loi sur la décentralisation est restée dans les tiroirs, je pense, des dizaines d'années. 1997. Des dizaines d'années sans avoir un pas de plus. Donc, ça semblait beaucoup plus à une maison de pension où les gens viennent passer leur dernière vie. Maintenant, il faut tenir compte également du contexte. Et chaque acteur politique a une vision. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut regarder avec beaucoup de recul le maintien du Sénat. C'est vrai qu'on peut dire qu'il peut y avoir quelques éléments qui échappent à la première chambre, c'est-à-dire au Parlement, que la deuxième chambre peut percevoir et ramener les choses à l'ordre. Et dire que si une première chambre fait fausse route, l'autre peut ramener sur le droit chemin. Et c'est peut-être pour mettre les garde-fous, mais ils adoptent tout en des termes identiques. Ils adoptent tout en des termes identiques. C'est Sauf dire le code. que... surtout le code. Hein. On n'a pas adopté en des termes identiques. Ça fait place à une commission mixte paritaire. Mais donc ça fait place à une commission mixte, ça veut dire qu'il y avait des points de vue divergents. Et à ce niveau-là... Sur le nombre de sénateurs. Donc sur le nombre de sénateurs, bien évidemment. Mais moi je dis, comme Jonathan, avant de procéder à l'augmentation des sénateurs ou des députés, il faut d'abord faire un nouveau découpage électoral. Oui. Et là-dessus... C'est un préalable. C'est un silence absolu. Mais comment voulez-vous que, quand on regarde le découpage actuel, à quelque chose près, il est injuste. Parce que, je l'ai dit, je le redis sur ce plateau, il y a des députés qui sont élus avec 200 électeurs. D'autres échouent avec 1000, 2000, 3000 électeurs. Oui. Mais c'est injuste. C'est une Donc, injustice. c'est une injustice qu'il faut réparer. Il y a des sièges de 5 000 Il y a des électeurs. sièges de 5000 électeurs, il y a des Pendant sièges que de d'autres 200 soient 300. électeurs. Quel est le degré de Quel est le degré de légitimité légitimité Est-ce qu'il faut à ce attendre, niveau? Et monsieur je voudrais Boulaoui, également dire que sur les critères, effectivement, du découpage électoral, il n'y a que deux, en principe. Le premier critère, c'est le critère démographique. Ensuite, parce que le député représente le peuple. Maintenant, il y a un critère qu'on ajoute, c'est le critère territorial, parce qu'effectivement, on voit aussi dans certaines localités où le siège de député s'étend sur 25 km, d'autres sur 200 la km. superficie, finalement. Donc, ça pose un Oui, souci. Et oui. il faut regarder tout cela. Et lorsqu'on arrive à faire la révision de la liste électorale, qui aurait pu être postérieure au découpage électoral, parce que si jamais, je l'ai dit, l'élection présidentielle ne se pose pas. Le problème ne se pose pas parce que c'est un siège unique. C'est surtout au local et au législatif. C'est surtout au local et au législatif, et beaucoup plus au législatif. Donc, il va falloir regarder cette chose de plus près parce que nous ne devrions pas sortir de la transition qui était censée tout remettre en À ordre plat et en ordre. et laisser certaines choses suspendues. Et c'est pourquoi il est impérieux de se pencher sur ce problème de redécoupage électoral. Maintenant, je crois qu'on a le temps. Oui. On ne demande pas de mettre à plat, mais c'est de corriger là où il y a un sentiment d'injustice et de remettre les choses dans le bon sens. Parce que c'est important de le dire, toutes les provinces Oui. sont identiques. Et se valent. Et se On a valent. longtemps parlé d'injustice, vous allez rebondir, et de manque de transparence, mais dans ce code, vous l'avez dit déjà, le caractère transparent apparaît avec l'affichage des procès-verbaux dans chaque bureau de vote, mais également, il y a un autre pan, le caractère équitable dans le plafonnement des dépenses électorales. Et j'aimerais qu'on fasse le dernier tour de table autour de ces deux éléments, l'équité, la transparence, qu'on a toujours recherché. Est-ce que finalement on les retrouve avec ces dispositions, M. Régis Nguema et M. Fungula, par la suite? Ensuite, on terminera avec les acteurs politiques. Ok, je crois que c'est l'idéal. Mais en pratique, je ne sais pas Un si... député en transition était un acteur politique. Hein. Ah non, Oui, bref, bien sûr, bien c'est une sûr. parenthèse que je referme, ça fait l'objet d'un autre débat. Je ne suis vrai, pas acteur effectivement. politique. Je ne suis pas acteur politique. Membre de la société civile, il se revendique. Oui, Donc M. je disais que Nguema. c'est une très bonne disposition,
dans ce nouveau code électoral. Cela fait partie des innovations d'ailleurs. Mais sur le plan pratique, je doute beaucoup de sa faisabilité. Pourquoi? Parce que on dit qu'il faut que chaque équipe de campagne tienne un journal des dépenses. Mais même dans nos propres familles, lorsqu'il s'agit des événements, on confie 100 000 francs ou 50 000 francs à un petit cousin. Est-ce qu'on peut toujours justifier cela? Mais c'est important, c'est l'idéal. Moment de commencer à revoir nos mentalités. Exactement, exactement. Je dis c'est une très bonne disposition, mais sur le plan pratique, je doute beaucoup de sa faisabilité. Vous savez, j'ai vu des gens dans les réseaux sociaux qui font grève de la faim parce qu'ils voudraient que le président Oligui Nguema se présente. C'est important de le souligner. J'ai vu des gens qui sont en train de faire des cotisations parce que pour eux, ils souhaitent que le président Oligui Nguema soit candidat. Tout comme il y en aura également, durant cette campagne-là, certains qui pourront sortir leur argent de leur poche, n'est-ce pas, pour leur candidat. C'est pour ça que je dis, sur le plan pratique, il sera difficile de maîtriser cela. Mais c'est déjà important. Cela prouve qu'il y a une certaine équité dans ce débat-là, dans ce challenge-là. Mais au-delà de ça, il faut tout simplement que les Gabonais comprennent, que nous comprenions que les choses sont en train de changer. C'est l'idéal, mais au fur et à mesure, que cela prenne véritablement corps et que c'est le pays qui finalement en bénéficiera. Parce qu'en réalité, tous les candidats n'ont pas forcément les mêmes moyens. Donc il faut une certaine équité sur ce plan-là. Effectivement, c'est peut-être une réponse à cette problématique, le fait que tous les candidats n'avaient pas les mêmes moyens. Oui, mais bon, rapidement, en une minute, déjà sur la question du découpage, les éléments de réponse qui nous ont été transmis portent simplement sur des questions de temps. Donc on a le choix, soit on rallonge la transition, parce que c'est un élément technique, on fait le découpage, on fait le recensement de la population, soit on se tient au calendrier de la transition et on laisse la question du découpage au Parlement qui sera élu. Donc c'est à nous de faire le choix. Mais est-ce qu'on ne va pas rater un rendez-vous avec Non, c'est ce que je suis en train de dire, c'est une question. Dans d'autres pays, on a promis une transition de 2 ans, on est à 4 ans, 5 ans. Maintenant, si on décide d'en faire autant comme ailleurs, il n'y a pas de souci. C'est une décision à prendre. Sur les questions justement du plafonnement, c'est une très bonne chose parce qu'il faut justement discipliner, essayer de mettre tout le monde dans les mêmes proportions. Mais à côté du plafonnement, il y a des limites, notamment le relèvement de la caution aux élections. Parce que ça donne le sentiment aujourd'hui que l'élection devient une affaire de ceux qui ont l'argent, qui n'ont pas forcément eu de façon honnête, des détourneurs, des voleurs, est-ce que ce n'est pas pour mettre aussi une certaine rigueur autour de... On ne va pas me dire que Mamboundou, qui s'est fait élire en payant une caution de 150 000, était moins légitime que quelqu'un qui a payé une caution de 100 000 aujourd'hui. L'élection n'est pas d'abord une question du choix de la personne qui a le plus d'argent. Surtout quand on sait comment beaucoup gagnent cet argent, après avoir occupé une fonction, deviennent super milliardaires. On recherche dans l'élection des personnes qui sont porteuses de valeur. On ne va pas me dire que le cultivateur qui est au fond de Moulingi Binza, qui défend les intérêts de sa communauté, parce qu'il n'a pas 1 million, est moins crédible que le fonctionnaire qui a détourné les fonds, qui est de la même communauté, qui pourra facilement avoir les 1 million. Moi, je l'ai dit lors de nos travaux, c'est une disposition que j'ai trouvée injuste, parce que ça donne un autre caractère en ce qui est du choix des représentants du peuple. Ce ne sont pas le choix des représentants des détourneurs de fonds, des milliardaires, ainsi de suite. C'est votre point de vue, on le respecte. Messieurs, pour terminer avec vous, monsieur Jonathan Doutoum, l'équité d'une part avec le plafonnement des dépenses électorales et la transparence avec l'affichage des procès-verbaux, finalement, c'est une revendication, on peut l'appeler comme ça, des acteurs politiques qui a été prise en compte. Mais c'est bien beau de prendre des textes sur le plafonnement des dépenses par rapport à la campagne électorale, mais je me dis, quel est le mode opératoire? Quelle sera la faisabilité? Comment est-ce qu'on va interdire à ce que le candidat, par exemple, d'un parti, inonde sa circonscription de tonnes de dindons comment ça va se passer? Parce que jusque-là, on a vu que j'aime parler des pays étrangers parce que cela m'inspire. On a vu que le problème s'est posé en France, où le plafonnement a été dépassé. Eux qui ont des outils de surveillance, mais n'ont pas pu limiter le dépassement, par exemple, du candidat Sarkozy, qui a été obligé d'être rappelé à l'ordre par les juridictions, par la justice. Mais au niveau du Gabon, où les électeurs pensent, ou bien la population pense qu'en période de campagne électorale, c'est le moment de manger et de boire.
Et Mais de ce peut-être point qu'il de vue, faudrait changer cette comment est-ce mentalité. quelle sera l'autorité de suivi Oui. pour pouvoir aller dire à M. Jonathan Dutumgom dans la commune de Minzik de ne pas aller donner 400 000 francs dans un quartier par causerie. Comment ça va se passer? Je me dis, les textes sont les textes, mais la pratique, la mise en application oui. de ces textes est tout autre chose. Un autre challenge, Je veux un bien autre chantier. que l'honorable nous précise peut-être les modalités d'action de cette limitation ou de ce plafonnement des dépenses liées à une campagne électorale. Nous sommes déjà dans les moi, lorsque je C'est serai faisable. moi, lorsque je serai en campagne électorale, j'ai 15 quartiers à Minzik, je décide de donner 500 000 francs par quartier si j'ai des moyens, et un autre qui n'a rien et qui vient et qui peut donner 30 000 On comprend votre francs. préoccupation. C'est quoi le problème? Oui. C'est comment Et on ça va aura se l'occasion passer? de revenir là-dessus, mais Monsieur Laurent Ngué-Bezu, pour conclure. Merci de me donner la parole en dernier. Tout ce que mes amis sur le plateau ont dit est fondamental. Je crois que nous avons mis la charrue avant les bœufs. Il n'y a aucune structure de contrôle qui puisse veiller à ce que ces plafonds, encore, on ne sait même pas quel est le plafond pour telle ou telle élection. Donc, c'est précisé dans le code électoral. C'est 30 milliards pour 33 l'élection milliards. Oui, présidentielle. mais ça voudrait dire, je reviens à ce que l'honorable a dit tout à l'heure, on fait la promotion de ceux qui ont eu des moyens de façon détournée. Eh oui, des voleurs. On ne fait plus la promotion de l'exemplarité. Imaginez-vous que... Rapidement, pour conclure. Imaginez-vous que nous sommes dans un pays où personne ne contrôle rien du tout. Comment est-ce que cela va s'appliquer sur le terrain? Nous émettons des réserves à ce niveau-là parce que nous ne connaissons pas, Jonathan l'a dit tout à l'heure, si en France, Sarkozy a pu crever le plafond, et au Gabon, qui sera le premier à aller dire à X, Y, Z que c'était prévu pour ceci? Encore, il faut avoir accès à ces cahiers comptables pour savoir qu'effectivement, il a crevé le plafond. Donc, c'est à ce niveau de la faisabilité que nous nous interrogeons. C'est une avancée de manière textuelle, Oui. mais en termes d'applicabilité sur le terrain, je pense qu'on chantier aura reste assez difficile. Énorme. Merci à vous, Monsieur Laurent Ngué-Bezu. Je rappelle que vous êtes président du RPG. À côté, il y avait Jonathan Dutumgom, ancien ministre de la République et acteur politique. À ma gauche, Geoffroy Fumboula Libeka, député de la Transition, et bien sûr Régis Nguema, juriste. Je vous rappelle, chers téléspectateurs, que nous abordions la problématique autour du nouveau code électoral, un outil pour garantir la transparence électorale, le grand point d'interrogation. Nous avons échangé et bien sûr relevé les innovations dans ce code électoral, notamment avec le plafonnement des dépenses électorales, mais également la prise en compte des députés au niveau de la diaspora, la prise en compte, c'est vrai qu'on ne l'a pas vraiment abordé, mais des personnes détenues, incarcérées, mais qui jouissent encore de leurs droits civiques, qui peuvent voter pour ces prochaines joutes électorales. Il y a bien sûr d'autres innovations, mais les acteurs politiques ici présents et le juriste ont quand même émis des réserves par rapport à la mise en œuvre, à l'application de ce texte de loi. Ce sera le grand chantier du ministre ou du ministère de l'Intérieur et bien sûr de tous les organes qui vont accompagner le ministère pour l'organisation de la prochaine élection présidentielle prévue pour le 12 avril 2025. Nous avons terminé ce numéro du Peuple qui s'est exprimé ici à travers mes 4 invités. Je serai d'avis et ravie de vous retrouver très vite avec d'autres invités. Au revoir.